Bienvenue dans Euronews Soir, votre journal d'actualité européenne et internationale. Voici les titres de cette édition. C'est le nouvel homme fort du Royaume-Uni, Boris Johnson, 55 ans, succède à Theresa May. Il devient le 14e chef du gouvernement de la reine Elisabeth II. Dans l'actualité également, la crise dans le détroit d'Ormuz. Téhéran lance un avertissement à Londres, rappelant sa détermination à protéger les eaux du Golfe. Et puis cette canicule qui touche l'Europe occidentale, des records de chaleur ont été battus et le pire est à venir. Des paillettes et des stars pour finir ce journal avec le dernier film de Quentin Tarantino qui met à l'affiche Leonardo DiCaprio et Brad Pitt. Theresa May a été longuement applaudie à Westminster, à Londres, pour sa dernière prise de parole en tant que première ministre du Royaume-Uni. À 62 ans, l'ex-chef de gouvernement part sans avoir réussi à solutionner le casse-tête du Brexit, mais non sans une certaine fierté d'avoir été la deuxième femme à la tête du gouvernement britannique. Christelle Pétron-Garry. C'est la dernière journée de Theresa May à la tête du gouvernement britannique. Et c'est devant le 10 Downing Street qu'elle fait ses adieux, la même où elle avait annoncé fin mai sa démission en confiant son profond regret d'avoir échoué à mettre en œuvre le Brexit. Bien sûr, il reste beaucoup à faire. La priorité immédiate est de mener à bien notre sortie de l'Union européenne de façon utile pour l'ensemble du Royaume-Uni. Si nous y parvenons, cela peut être un nouveau départ pour notre pays. Theresa May, première ministre pendant 3 ans, c'est seulement la deuxième femme à accéder à ce poste au Royaume-Uni. Une fierté pour la femme de 62 ans. Servir en tant que Premier ministre du Royaume-Uni est le plus grand honneur qui soit. Les lourdes responsabilités sont compensées par l'énorme potentiel de servir notre pays. Mais vous n'arrivez à rien tout seul. Et alors que je quitte Downing Street, je remercie sincèrement mes collègues du gouvernement et du Parlement. À la Chambre des communes, dernière session de questions pour la Première ministre avant qu'elle ne passe de l'autre côté, car pas question pour Theresa May d'abandonner la politique. Comme l'a dit la très honorable députée, nous vivons une époque politique extraordinaire et cette Chambre des communes est à juste titre au centre de ces événements. Et c'est grâce au lien vital qui existe entre chacun des membres de cette Chambre et les communautés que nous représentons. C'est le fondement de notre démocratie parlementaire et de notre liberté. Et chacun d'entre nous, où que nous soyons, peut en être fier. Et ce devoir de servir mes électeurs restera ma plus grande motivation. To serve my constituents will remain my greatest motivation. Les éditorialistes britanniques ne sont pas tendres avec Theresa May. Ils lui reprochent son échec sur le Brexit et son manque d'ambition dans les autres domaines. La désormais ex-première ministre tire néanmoins sa révérence sous les applaudissements. Boris Johnson, lui, a prononcé son premier discours devant le 10 Downing Street, insistant sur sa volonté de quitter l'Union européenne le 31 octobre et de renégocier avec Bruxelles. Annelise Fantino. Boris Johnson s'est exprimé pour la première fois en tant que Premier ministre britannique. Le successeur de Theresa May a prononcé un discours musclé sur le Brexit devant le 10 Downing Street. Ce fervent eurosceptique a soutenu que le Royaume-Uni allait sortir le 31 octobre prochain de l'Union européenne avec un nouvel accord, malgré le refus et les mises en garde de Bruxelles. Je rends hommage au courage et à la patience de mon prédécesseur et à son sens profond du service de l'État. Mais malgré tous ces efforts, il est clair qu'après 3 ans d'indécision, certains sont devenus pessimistes, ici comme à l'étranger, et pensent que ce pays est devenu prisonnier des vieux discours de 2016. Et dans ce temple de la démocratie, nous sommes incapables d'honorer un mandat démocratique. Et c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui, pour vous montrer à vous, le peuple britannique, qu'on peut faire taire ces critiques. Le 14e chef du gouvernement britannique soutient qu'un nouvel accord peut être obtenu en 99 jours, mais se dit prêt à une sortie brutale de l'Union. Nous obtiendrons un nouvel accord, un meilleur accord qui va maximiser les opportunités liées au Brexit, ce qui nous permettra de développer un nouveau partenariat inédit avec le reste de l'Europe, basé sur le libre-échange et la réciprocité.
Plus tôt dans la journée, Boris Johnson a été reçu par la reine Elisabeth II au palais de Buckingham. Des manifestants écologistes ont tenté d'interpeller l'ancien chef de la diplomatie britannique qui a voulu rassurer les milieux économiques. Il a indiqué que quel que soit l'accord obtenu, des mesures seraient mises en place afin de favoriser les échanges. Le nouveau Premier ministre britannique Boris Johnson va désormais devoir s'atteler à la crise aiguë qui oppose Londres à Téhéran depuis plusieurs semaines. Un pétrolier battant pavillon britannique est toujours retenu dans le détroit d'Ormuz. L'Iran s'est adressé à Boris Johnson à ce sujet. L'Iran lance un avertissement à Boris Johnson le jour de sa prise de fonction comme Premier ministre britannique. Téhéran assure qu'il protégera le Golfe alors que la crise avec Londres reste dans l'impasse. Les autorités iraniennes retiennent toujours le Stena Impero. Un tanker britannique a résonné vendredi dans le détroit d'Ormuz où se cristallisent les tensions. Les gardiens de la Révolution ont courageusement et vaillamment saisi ce pétrolier britannique qui a enfreint la loi parce qu'il a refusé d'obtempérer et de se conformer aux règles. Cette opération a été réalisée avec justesse et précision. Le monde entier devrait être reconnaissant envers les gardiens de la Révolution de maintenir la sécurité dans le détroit d'Ormuz. Téhéran, qui retient toujours l'équipage du pétrolier britannique, se dit responsable de la sécurité et de la liberté de navigation dans le golfe Persique, alors que les côtes iraniennes s'étendent sur plus de 2000 km dans cette zone. Londres nie avoir dépêché un émissaire en Iran pour tenter de débloquer la situation, alors qu'un navire iranien reste confisqué par Gibraltar depuis près de 2 semaines. Sécheresse, incendie, record de chaleur, la canicule sévit en Europe. De l'Espagne au Royaume-Uni en passant par la Belgique et les Pays-Bas où des records de chaleur ont été battus, le mercure continue de grimper. Tour d'horizon avec Christelle Pétron-Garry. C'est la toute première fois que le code rouge canicule est déclenché en Belgique. Le pays bat un record historique de chaleur avec près de 38,9 degrés enregistrés dans le nord-est. C'est la température la plus élevée depuis le début des observations en 1833. L'autre record est détenu par les Pays-Bas. Avec 38,8 degrés relevés dans le sud du pays, les Néerlandais n'ont jamais eu aussi chaud. Le dernier record datait de 1944. Et le pire reste à venir. Les prévisionnistes annoncent une nouvelle hausse des températures d'ici à vendredi. En Allemagne, l'ensemble du pays est en alerte canicule, avec 38,7 degrés. Bonn est la ville la plus chaude du pays. Résultat, des sols très secs et des agriculteurs qui s'attendent à des récoltes catastrophiques. Le Royaume-Uni va lui aussi probablement battre le record de chaleur de juillet, qui est de 36,7 degrés. Une vague de chaleur constatée par l'Organisation météorologique mondiale. Les vagues de chaleur sont un effet du changement climatique et comme on l'a vu en juin, elles deviennent de plus en plus fréquentes. Elles commencent plus tôt et deviennent plus intenses. Ce problème ne va pas disparaître, mais nous espérons que grâce aux avertissements des autorités et au plan d'action sanitaire, nous pouvons faire en sorte que les incidents survenus en 2003 lors de la grande vague de chaleur européenne deviennent un phénomène du passé maintenant. Le centre du Portugal connaît depuis samedi d'importants incendies. Plus de 40 personnes ont été blessées. Si les pompiers disent avoir réussi à maîtriser le feu, ils restent particulièrement vigilants. Les conditions climatiques chaudes et sèches sont particulièrement propices à la propagation du feu. Direction Porto Rico, dans les Caraïbes. Le gouverneur de cette île américaine est au cœur d'un scandale mêlant propos homophobes et corruption. Les manifestations monstres pour réclamer son départ commencent à peser sur l'économie. Voyez ce sujet de Laurence Alexandrovitch. Ce navire de croisière est l'un des rares à accoster à Porto Rico. 5 paquebots ont annulé leur venue par crainte des troubles dans l'île. Une perte de plus de 3 millions de dollars pour l'économie locale, selon les responsables du tourisme. L'économie commence à souffrir des manifestations contre le gouverneur Ricardo Rossello. J'ai pensé qu'ils allaient annuler la croisière et aller sur une île différente. Mais ils ont dit que c'était OK de venir ici aujourd'hui. Parce que c'est une escale courte, on repart à 2h30 et on veut la paix et pas de problème pour tout le monde.
Lundi, l'île américaine située dans les Caraïbes a été le théâtre d'une manifestation monstre contre les autorités. Le gouverneur et ses principaux collaborateurs sont dans le viseur depuis la divulgation par des journalistes de messages misogynes et homophobes, notamment contre le chanteur vedette Ricky Martin. Les gens ne viennent pas nous voir et attendent de voir ce qui va se passer. Les visiteurs locaux ont arrêté de venir aussi. Les touristes étrangers non plus ne savent pas ce qui va se passer, même si la majorité des manifestations sont pacifiques. Une affaire de trop pour Porto Rico qui peine à se relever du passage de l'ouragan Maria il y a 2 ans qui a fait 3000 morts. D'autant plus que des responsables sont accusés d'avoir détourné des fonds destinés à la reconstruction après le cyclone. Un mot de sport avec le Tour de France et la victoire de Matteo Trentin lors de la 17e étape. Le Français Julian Alaphilippe conserve son maillot jaune. Fleur Martins. Matteo Trentin s'offre la 17e étape de la Grande Boucle en solitaire. L'Italien, champion d'Europe en titre, s'est échappé à une quinzaine de kilomètres de gap. Aucun des coureurs qui faisaient partie du groupe de tête n'a été capable de le suivre dans le col de la Sentinelle, laissant Trentin franchir la ligne d'arrivée pour décrocher la 3e victoire de sa carrière sur le Tour. Le peloton est arrivé à Gap près de 20 minutes après l'Italien, avec un Julian Alaphilippe tout en tranquillité. Personne n'aura osé attaquer le leader de Deceuninck Quick-Step qui conserve son maillot jaune. Au classement général, le Français conserve 1 minute et 35 secondes d'avance sur son premier poursuivant Geraint Thomas. Thibaut Pinot, de son côté, est toujours en embuscade, en 4e position. Les coureurs se lancent jeudi à l'assaut de l'étape reine de ce Tour de France, avec 3 cols à plus de 2000 mètres d'altitude. Allez, on termine ce journal avec un duo de stars. Leonardo DiCaprio et Brad Pitt sont à l'affiche du dernier film de Quentin Tarantino. Romain Gauguin nous plonge dans l'univers du film de la fin des années 60 qui a toujours fasciné le réalisateur. Once Upon a Time in Hollywood, le dernier film de Quentin Tarantino avec Leonardo DiCaprio et Brad Pitt dans le rôle d'un cascadeur. Leonardo DiCaprio joue le rôle de l'acteur. Les deux hommes sont amis et observent l'industrie du cinéma changer. L'avant-première mondiale a eu lieu comme il se doit au TCL Chinese Theatre sur Hollywood Boulevard, là même où une partie du film a été tournée. Dans le film, Leonardo DiCaprio interprète le personnage d'un acteur qui se bat pour poursuivre sa carrière. Honnêtement, j'avais l'impression de connaître ce type. J'ai grandi à Los Angeles. Moi, j'ai gagné à la loterie très tôt, mais je connais l'insécurité de cet acteur, la torture que cela représente de rester pertinent. Je savais tout simplement qui était ce type Rick Dalton. On porte un regard romantique sur cette époque. C'était une époque de grands bouleversements et de changements dans le cinéma sans doute, mais aussi dans la musique. Le pays lui-même était un peu divisé comme il l'est maintenant. L'icône de la pop Britney Spears était à la première, tout comme l'inoubliable flic de Miami Vice, Don Johnson, qui a aujourd'hui 69 ans. Les 3 filles de Bruce Willis et Demi Moore étaient là elles aussi. Rumer Willis joue dans le film de Quentin Tarantino aux côtés de Maya Hawke, la fille d'Uma Thurman et Ethan Hawke. Maya Hawke a 21 ans et elle est elle aussi à l'affiche du film de Quentin Tarantino. I'm Sharon Tate. I'm in the movie. You're in this? That's me. I play Miss Carlson, the klutz. Once Upon a Time in Hollywood, sorti en France le 14 août. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Euronews et les réseaux sociaux. Très bonne soirée. À demain.